Bien, commençons au commencement. Tout d'abord, élève au lycée Henri IV, puis normalien, sciences pistes. Vous avez terminé vos études par l'ENA, au sein de la promotion Voltaire, avec autour de vous d'autres grands noms, tels que François Hollande et Dominique de Villepin, un diplomate qui nous est cher ici à l'Îlerie. Tour à tour, conseiller municipal, régional, conseiller général, maire, député, président de la commission des lois et vice-président de l'Assemblée nationale, vous avez pu goûter à la plupart des mandats politiques électifs existants. Mandats politiques électifs et nominatifs, puisque vous avez pu être ministre à 5 reprises. Ministre de l'économie et des finances et ministre du travail en sont quelques exemples. Vous prenez à ce titre de nombreuses initiatives pour améliorer le climat économique, telles que la création du plan d'épargne en action et la création d'un fonds d'allègement des charges financières des agriculteurs. Vous avez fait beaucoup. Toutefois, vous êtes surtout connu du public pour vos lois éponymes, sur lesquelles nous reviendrons dans quelques instants. Pour entrer dans le vif du sujet, je souhaite aborder la confiance des Français dans la politique, les hommes politiques et les institutions politiques. Pour dessiner le paysage de cette confiance, voici quelques statistiques tirées du baromètre de la confiance politique par l'Institut de sondage Opinionway en février 2024. Les Français ont confiance à 59% dans le conseil municipal, à 49% dans le conseil régional, à 29% dans l'Assemblée nationale, 29% également dans le président de la République et dans le gouvernement à 28%. Quand on leur demande ce qu'ils éprouvent en premier à l'évocation du mot politique, c'est la méfiance, d'abord, à 37%, et le dégoût, ensuite, à 19%. 75% de sentiments négatifs parmi les sondés. 81% des Français pensent que les hommes politiques ne se préoccupent pas, ou peu, de leur avis. Enfin, 69% d'entre eux estiment que les hommes politiques sont plutôt corrompus dans leur ensemble. La funeste expression « tous pourris » que vous êtes efforcés de combattre semble être bien présente et ancrée dans l'esprit collectif politique français. On retiendra de ces chiffres que l'éloignement de l'homme politique conduit à une méfiance de la part des Français, qu'importe le suffrage universel, que la politique est un mal nécessaire. Est-ce le signe d'un désintérêt du politique pour le citoyen, que la fin est le pouvoir, non pas le service à la nation, ou bien que le peuple français se perpétue dans un mécontentement politique permanent, de manière infondée, sinon la tradition? Peut-on imaginer, au vu de la longueur et de l'amplification de la crise entre politique et citoyen, une résorption proche et pérenne, ou au contraire, risquons-nous de nous abîmer dans un état commotionnel? Monsieur le ministre, je résumerai mon propos en 2 questions. L'élection n'est-elle plus un gage de confiance? Et comment réconcilier la bourgeoisie politique et le peuple? Ça avait bien commencé avec l'anniversaire. Et alors là, bon, d'abord, merci infiniment de m'avoir invité. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et je serai aussi très heureux de pouvoir être parmi vous en fin d'année, ou en novembre prochain, pour participer à ce qu'on appelle un baptême, au moins républicain. Ça me fera aussi également plaisir de vous retrouver les uns et les autres. Je salue aussi Jean-Jacques Kéran. Il a décrit ma vie politique, mais je pourrais décrire la mienne, parce que ça a commencé la sienne, ça a commencé au même moment. Alors, attention, nous ne sommes pas complètement des diplodocus absolus, mais nous avons été élus pour la première fois en 1981 à l'Assemblée nationale. Alors, comme on était très, très, très jeunes, un tout petit peu plus vieux, mais pas beaucoup plus, ça nous a permis de continuer. Nous nous sommes retrouvés aussi, lui, pendant 5 ans dans le gouvernement Jospin, en cohabitation, qui est très intéressante. Peut-être qu'on y reviendra sur cette question, parce que du point de vue du fonctionnement des institutions françaises, c'est très intéressant. Mais j'ai été au moins pendant 2 ans dans le même gouvernement, de 2000 à 2002, où j'étais ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Et puis alors, je suis étonné du nombre que vous êtes. J'allais vous en remercier d'avoir fait cet effort, jusqu'au moment où j'ai appris que c'était obligatoire. C'est vrai, ça? Rassurez-moi, vous n'êtes pas venu par obligation. Bon.
En tous les cas, j'espère que malgré le caractère obligatoire, vous trouverez de l'intérêt à cette conférence et au dialogue, en commençant par le dialogue avec vos 4 camarades, bien entendu, en étant ouvert aussi aux vôtres. Bon, alors j'en reviens à votre question qui pèse lourd, quoi. Hein, qui pèse lourd. J'aimerais savoir quelle est la part. Alors, moi, je suis un politique engagé. Donc, quand j'ai envie de vous dire quelque chose qui sera de la politique, je dirai de la politique. Après, personne n'est obligé d'être d'accord ou pas d'accord. Et quand je dis quelque chose sur mon engagement politique, je ne veux pas dire pour autant que tous les autres qui pensent différemment sont des crétins. Voilà. Et que je trouve que la première chose qu'on doit apprendre en politique, peut-être que ça ne se voit pas suffisamment, c'est le respect de l'adversaire. Et le fait que quand on a des avis différents, l'important c'est de savoir les confronter, y compris justement pour animer la vie politique et la vie démocratique et permettre aux citoyens de faire des choix. Je pense que le problème principal qui pèse aujourd'hui sur la situation politique, qui n'a pas toujours pesé autant, c'est le fait de n'avoir pas à choisir. Au fond, d'avoir perdu des repères assez simples qui permettaient de dire je vais être d'un côté ou je vais être de l'autre. Parfois, c'était familial, parfois c'était régional, parfois on était dans un village, on était de gauche, un autre village. Il y avait des éléments très structurants, peut-être parfois trop structurants, hein, du point de vue de la vie, de la liberté des uns et des autres. Vous étiez dans une famille de gauche ou vous étiez dans une famille de droite. Et on voit bien qu'aujourd'hui, et en particulier pour l'élection présidentielle, la dernière a été de ce point de vue-là la pire, pardon pour l'expression que je vais utiliser, la question a été de savoir pour lequel que l'on détestait le moins, on allait voter. Si la seule motivation d'une élection, c'est de savoir quel est celui qu'on déteste le moins, et non pas celui ou celle avec laquelle ou lequel on peut avoir des points communs, même si on n'a pas que des points communs, même si dans un deuxième tour, évidemment, on a choisi au premier tour, on dit souvent on élimine au deuxième tour, on a quand même quelque chose à voir avec celui pour lequel on vote au deuxième. Aujourd'hui, en tous les cas, moi, c'est un peu comme ça que ça m'est arrivé. Je sais pour qui j'ai voté, je pense que vous savez pour qui j'ai voté. Au deuxième tour, tu disais, Jean-Jacques, qu'il était sous mon autorité. De deux choses l'une, ou bien j'avais aucune autorité, ou bien il était un élève extrêmement indiscipliné. Donc, je le connais bien. Donc, Emmanuel Macron, je l'ai vu fonctionner. Donc, je n'ai pour lui, j'ai un respect pour la fonction, bien sûr, hein, mais j'ai aucun attachement particulier ni à la personne, ni à ses idées, ou, pardon de le dire ainsi, à ses absences d'idées ou à ses changements d'idées. Mais j'ai voté évidemment pour lui au deuxième tour parce que c'est évident que c'était celui que je détestais le moins. Je pense que je ne suis pas le seul. Il y a quand même beaucoup de Français qui ont voté ainsi et ça n'aide pas à avoir de la considération pour la vie politique, pour la classe politique, comme on dit souvent, et pour les hommes et les femmes qui se dévouent, pour la plupart d'entre eux, à cette action politique. Voilà, donc j'ai la difficulté à savoir quelle est la part du aujourd'hui et quelle est la part de quelque chose de plus permanent, parce que malgré tout, la vie politique française, elle est marquée aussi par l'antiparlementarisme. Vous disiez, au fond, ceux qui sont les plus mal notés dans termes de considération, c'est les députés. Je sais combien, 29% ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il vaut mieux être maire, hein, objectivement. Alors, ce n'est pas à cause de la statistique seulement. Moi, j'ai été maire pendant 20 ans. Je me faisais engueuler, mais avec toujours quelque chose de très riche, de très profond et d'assez respectueux entre les élus et les électeurs. Je pense que tu as vécu la même chose. Quand on est au conseil régional, on est déjà plus loin, c'est déjà plus technique, si je puis dire, sans être forcément technocratique. Mais bon, maire, je comprends. En fait, député, c'est un métier, c'est une fonction extraordinaire. 29%. L'antiparlementarisme, moi, j'ai fait quand même un peu d'histoire comme vous, hein, un peu de sociologie politique ou d'histoire politique. Vous le voyez à des moments cruciaux dans la vie de la française, et parfois pas forcément les meilleurs moments. Hein. Donc l'avant-guerre, même dans l'après-guerre, vous avez aussi des moments d'antiparlementarisme, et on le retrouve aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de Français. Donc quelle est la part du permanent de ce qu'on appellerait, vous savez, le Gaulois qui, je sais pas, le président de la République l'actuel, il avait parlé des Gaulois toujours en train de râler. Il y a un côté comme ça un peu hein, chez le français, bon, ça doit exister aussi chez nous. Et quelle est la part de l'actuel? Je pense que dans la part de l'actuel est très importante parce que c'est peu structuré. Quand vous n'avez, je vous dis là aussi les choses telles que je pense, que des extrêmes, de l'extrême gauche, de l'extrême droite et de l'extrême centre,
parce que c'est ça, hein, le nini, le hé, bon, voilà, c'est de l'extrême centre, c'est de la caricature de ce que peut être le centre. La vie politique française, elle n'a jamais eu un centre très, très, très important, mais c'est un centre qui comptait, qui souvent d'ailleurs faisait les décisions entre la droite et la gauche. Hein. Était élu venant de la droite celui qui arrivait à attirer une partie du centre gauche, et était venant de la gauche, était élu venant de la gauche celui qui arrivait à attirer une partie du centre droit, on va dire. Bon, Bayrou est le meilleur exemple, hein, en termes de personnalité. Il représente quelque chose. Enfin, aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est pas simplement la question du centrisme qui trouve qu'il y a un peu de bien d'un côté, un peu de bien de l'autre. Non, on est dans une espèce d'affirmation négative de la vie politique et de ces critères habituels qui me paraît assez destructrice. Voilà. Après, je n'ai pas d'avis tranché. Évidemment, qu'est-ce qui pourrait nous permettre... D'abord, un mot sur la question du tous pourri. Vous aviez gentiment, on en reparlera, mais dit que je me suis battu beaucoup et que j'ai fait des lois, mais ça ne suffit pas, les lois, il y a des gens qui les appliquent, les lois, pour lutter contre la corruption, au sens classique du terme, la corruption des responsables administratifs ou politiques, avec 2 lois. C'est vrai qu'entre la première et la deuxième, et 7 ans après la deuxième, je n'ai pas le sentiment que les Français aient changé d'avis sur la question du tous pourri. Quand j'étais maire, tu as dû connaître ça aussi, les commentaires comme ça, c'était ouais, ils sont tous pourris, ils sont tous pourris. Alors, je disais, oui, mais moi, je disais, non, toi, c'est pas pareil, on te connaît. J'ai l'habitude de dire, c'est tous pourris sauf mon maire. Vous savez, par rapport à une autre expression. Donc, tous pourris sauf mon maire. Parce qu'on le connaît. Parce que moi, ça me fait très mal. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me battre au moins avec des outils juridiques. Ça me fait très mal parce que j'ai connu, comme d'autres, comme Jean-Jacques, un nombre considérable d'hommes et de femmes politiques, dont la très grande majorité était d'une honnêteté absolue. Et je vais vous dire, entre nous, hein, si je regarde la promotion à laquelle j'appartenais de l'ENA, j'ai eu la gentillesse de dire qu'il y avait quelques personnalités comme François Hollande, ou Dominique de Villepin d'ailleurs, et que vous regardez ce que d'autres membres de ma promotion, qui ont été par exemple président d'AXA, c'est un camarade très sympathique d'ailleurs, qui était président d'AXA, il n'avait pas grand-chose en sortant de l'ENA, c'était aujourd'hui une des grosses fortunes françaises. Donc moi je vais vous dire, hein, si vous voulez faire fortune, ne faites pas de la politique. Et ben, dans l'esprit des Français, si on est politique, on va s'enrichir. C'est pas vrai. C'est pas la réalité. Après, c'est pas parce que vous avez un cas par-ci, par-là, à juste titre mis en avant, que pour autant tout le monde est pourri. C'est pas parce que vous avez un maire du nord de la région parisienne qui vit dans un riad à Marrakech, dans lequel tous les peignoirs sont PB, qui a fini par être condamné, y compris à de la prison, que tout le monde est comme Patrick Balkany. Donc, mais il suffit que Patrick Balkany apparaisse pour qu'on considère que, au fond, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hein. Il y a ça, mais il y a tout ce qui est caché derrière en dessous. Non, c'est pas vrai. La réalité de l'engagement politique, la réalité de l'engagement de tous, de droite ou de gauche, hein, franchement, là-dessus, c'est une grande honnêteté. Et bon, on donne beaucoup de soi-même hein, pour ça. Et on ne fait pas fortune, je vous assure. Je gagne plus d'argent depuis que je ne fais plus de politique que quand j'en faisais, et largement, je peux vous le dire. Donc, c'est pas très compliqué. Bon, voilà, donc, ce sont des trucs permanents. Mais alors, si j'ai quelque chose à vous dire sur ce point-là, ne partez pas simplement de ces statistiques qui sont un reflet augmenté de la réalité. Partez du fait qu'il y a du chemin à faire. Et ayez une autre idée de la politique. Et si vous voulez vous engager les uns ou les autres dans quelque secteur que ce soit, en politique ou dans des mouvements qui vont porter un certain nombre de messages qui concernent la société, qui concernent l'organisation de l'Europe ou de la France, qui concernent aussi le monde, n'hésitez pas à le faire, parce que c'est ces engagements-là, on appellera d'intérêt général, d'intérêt public, qui font la valeur d'une vie. Hein. Ce n'est pas la quantité d'argent que vous avez accumulé à la fin de votre vie.
Parce que le jour où vous disparaissez, votre argent disparaît avec vous. Enfin, plus exactement, il y en a d'autres qui l'auront récupéré. Mais en politique, moi je disais toujours, je disais sûrement la même chose à Jean-Jacques, à mes équipes, où que ce soit, je disais, posez-vous la question de la trace. Quelle trace nous allons laisser? Sachant que quand on est ministre, par exemple, mais on peut se poser la question aussi quand on est maire, hein, mais quand on est ministre, on passe 90% de son temps, parfois plus, à traiter des questions, parce qu'il faut les traiter, elles arrivent à vous, à répondre à des questions, à prendre des décisions qui vont être oubliées 48 heures après, ou 3 mois après, ou 1 an après. Quelle trace? Voilà. Et ben, c'est ça l'intérêt général. C'est au fond, si vous vous retournez et que vous regardez ce qui s'est passé pendant une certaine période, est-ce que vous avez changé quelque chose ou est-ce que vous avez participé? Est-ce que vous avez apporté une pierre à quelque chose qui construit un pays, qui construit un continent? Je pense qu'on va parler de l'Europe, qui construit un continent, qui construit une valeur. Donc ces valeurs sont des choses absolument indispensables. Alors je ne vous aurais pas convaincu de ce que le monde politique est délicieux, merveilleux, surtout pas aujourd'hui, et en ce moment, si je puis dire, mais j'aimerais vous convaincre que c'est possible. Que, en tous les cas, tous ces sondages ne doivent pas être des éléments qui vous poussent à ne pas voter, à ne pas participer, à ne pas être dans l'engagement politique. Au contraire, au contraire. Et plus l'abstention augmente, plus c'est la traduction justement d'un désintérêt. Aux États-Unis, par exemple, qui est quand même capable, j'espère que ça ne sera pas le cas la prochaine fois, d'élire un Trump. Le discours de Trump, l'attitude de Trump, c'est grosso modo le discours et l'attitude du Front National ici. Ce n'est pas des différences fondamentales. Hein. Vous savez quelle est la proportion d'Américains qui participent au vote? Vous avez déjà une proportion faible, non majoritaire, de gens inscrits sur des listes. Et pourtant, ils vivent là, hein, ils ne sont pas inscrits. Et à l'intérieur de cela, c'est en dessous de 50% des inscrits. Donc vous faites le calcul. Hein. 25% des Américains participent à la vie politique américaine, pour le plus important des pays du monde, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui ne marche pas seulement chez nous, mais aussi dans d'autres pays. Après, je pourrais aussi vous parler, j'arrête parce qu'il faut laisser les questions, puis vous m'avez posé une deuxième question, je ne sais plus laquelle, mais des modes de communication qui ont changé. Je suis sûr que vous êtes tous là et toutes sur ça, avec vos petites boucles WhatsApp. C'est merveilleux les boucles WhatsApp, mais vous ne parlez qu'à celui qui pense comme vous. Parce que c'est la boucle WhatsApp des copains, c'est la boucle de WhatsApp de ceux qui font ceci, la boucle WhatsApp de ceux qui font cela. C'est pas comme ça que vous allez vous enrichir. Hein. C'est utile. Hein. Il faut toujours avoir des amis, avoir autour de soi des gens rassurants. Mais c'est pas comme ça qu'on va vous aller progresser. Qu'est-ce qui fait progresser? C'est justement de rencontrer des gens qui n'ont pas la même expérience que vous, qui ne pensent pas forcément comme vous, avec laquelle vous allez pouvoir confronter au bon sens du terme votre opinion et donc progresser en commun. Sinon, vous tournez en rond. Et je trouve qu'on tourne aujourd'hui beaucoup trop souvent en rond, uniquement en rencontrant des gens qui pensent comme vous, en discutant avec des gens qui pensent comme vous, et en s'apercevant tout d'un coup et brutalement que le monde ne pense pas forcément comme vous. Alors à ce moment-là, on perd confiance. Donc, cette question des nouveaux modes de communication reste aussi un élément absolument fondamental dans l'évolution de la vie politique et de la pensée sur la vie politique des Français. Merci. Du coup, pour ma deuxième question, ça concernait la réconciliation entre la bourgeoisie, ce qu'on peut appeler la bourgeoisie politique, et le peuple, à l'heure où il y a un certain élitisme, un déracinement des élites politiques vis-à-vis des citoyens. Alors là, je ne suis pas sûr que, je suis même certain que les choses n'ont pas autant changé qu'on pourrait le croire. Autant, je trouve que sur le premier aspect, les choses ont beaucoup évolué. Quand en 1981, nous avons été élus, il y avait 70% de participation à l'élection législative, après en avoir eu 78%, quelque chose comme ça, à l'élection présidentielle. Hein. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, même pour l'élection présidentielle, si vous comptez les nuls et les blancs, il n'y a pas 50% d'expression, hein, donc d'exprimer. Donc ça a quand même énormément changé. Autant sur ce point-là, la question de qui fait de la politique, au fond, hein, qui s'engage en politique, les choses n'ont pas considérablement évolué. C'est un peu toujours la même chose. On en parlait un petit peu avant, mais à un moment donné, vous aviez un parti, le Parti communiste, qui
avait la capacité de promouvoir des gens qui avaient une profession, une origine sociale plus populaire. Même si les députés qu'on connaissait, ils se disaient tourneurs, etc. Mais enfin, ils l'avaient été 35 ans avant. Hein, et depuis 35 ans, ils étaient dans l'appareil du parti. Et donc, bon, mais il y avait par ce biais-là une capacité de promotion sociale au sein. Nous, on a connu un petit peu, mais on va dire classe moyenne. 1981 a été appelée l'Assemblée des professeurs, des profs, quoi. Et c'est vrai que les socialistes qui étaient déversés en grand nombre au sein de l'Assemblée nationale étaient majoritairement, on va dire, issus de l'éducation nationale. Donc on est classe moyenne. Aujourd'hui, que dirais-je, on n'a pas progressé en tous les cas. Voilà, on n'a pas progressé suffisamment dans cette possibilité. Et le désintérêt que vous décriviez, parfois même le désaveu vis-à-vis de l'engagement politique, ne va pas aider à cela. Non pas que les gens qui vont faire de la politique vont le faire par intérêt au sens financier du terme, parce que vraiment ils n'en ont pas, mais on ne sent pas cette envie. Voilà. Je trouve qu'il y a ce qui faisait l'envie de la politique, ce qu'on appelait nous l'engagement, parfois le militantisme, je le sens de moins en moins. On ne veut pas dire du tout, je ne suis pas du tout un décliniste à croire que tout ça est fichu, fini, mais c'est quand même très, très, très puissant. Donc aujourd'hui, oui, l'ascenseur social par l'élection, on le connaît beaucoup plus au niveau des élections locales qu'on peut le connaître aujourd'hui au niveau des élections de caractère parlementaire. C'est vrai pour l'Assemblée nationale comme pour le Sénat. Après, il faudrait faire une étude sociologique au sens strict du terme pour regarder exactement la composition des diverses assemblées. Je ne pense pas que ça ait changé énormément. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse très complète. Il y a quelques mois, Madame Agnès Firmin-Lebaudot a été ministre de la Santé. Si ce nom n'évoque rien à l'auditoire... Vous vous en souvenez? Moi pas. Et pour cause, elle est restée moins d'un mois en poste parce qu'elle a été visée par une enquête pour perception non autorisée d'avantages de la part d'une personne commercialisant des produits pharmaceutiques. En effet, en parallèle de son poste de députée, Madame Firmin-Lebaudot a été titulaire d'une pharmacie où elle aurait touché près de 20 000 euros en 7 ans. Elle aurait donc reçu environ 2 800 euros par an, somme qui peut sembler négligeable au vu de son salaire de député. Nous avons ici le cas d'une politique accusée de corruption qui a dû quitter ses fonctions pour cela. Si je vous évoque cette affaire, c'est parce que vous avez donné votre nom à 2 textes de loi. Il fonctionne. Pardon. Ah, le micro, ça fonctionne quand on le met devant la bouche. Je l'approche alors. 2 textes de loi qui portent sur la transparence dans la vie publique et la lutte contre la corruption. Nous souhaitons donc nous mettre dans la peau du législateur en vous demandant comment vous avez pu placer la limite entre vie courante des affaires et corruption, et peut-être pourriez-vous évoquer les impacts ou évolutions dues à vos lois. Alors, bon, on y a fait un peu allusion. La pauvre Firmin-Lebaudot, vous la mettez comme ça en exergue. Vous savez qu'une des caractéristiques, je m'intéresse à la vie politique, hein, une des caractéristiques depuis 7 ans ou 8 ans, c'est que je n'arrive pas à me souvenir des 3/4 des membres du gouvernement. Si vous y arrivez, c'est que vraiment vous avez fait un gros travail d'apprentissage et vous aurez une excellente note à la fin de l'année si vous ne l'avez pas déjà, cette excellente note. Mais c'est quand même un signe qu'on ne se souvienne pas quand on est un peu éloigné de la politique. Donc, j'ai beaucoup de mal et je trouve que c'est très dommageable. Voilà. Je trouve que c'est très dommageable parce qu'on prend des personnalités qui sont, on reviendra évidemment sur le cas de Mme Firmin-Lebaudot, mais qui sont des gens par définition honorables, enfin, respectables, mais qui viennent souvent d'un peu de nulle part et qui repartent un peu nulle part, à part quelques personnalités fortes qu'on voit évidemment sur le devant de la scène. Mais si vous êtes capable de citer plus de 5 noms membres du gouvernement, vous serez déjà pas mauvais. Et si vous demandez aux Français, je pense qu'ils arrivent à 5 et encore de justesse, de justesse. Donc ça, c'est une première difficulté. Ensuite, je fais un commentaire sur le cas que vous citez. Parce que vous citez ce cas en disant que c'est une personnalité politique et elle est accusée de corruption.
Et donc, vous vous dites, c'est la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la corruption du personnel politique? Or, le cas en question, ce n'est pas du tout ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave. C'est de la corruption privée. C'est en tant que pharmacienne, pas en tant que députée, même si elle exerçait par ailleurs le mandat de députée, c'est en tant que pharmacienne qu'elle aurait, vous avez raison d'utiliser le conditionnel, fameuse présomption d'innocence existe, encore que je remarque que dans ce cas-là, elle n'a pas été renommée au gouvernement, contrairement à un garde des Sceaux, contrairement à plein d'autres gens qui ont été mis en examen ou qui sont encore mis en examen aujourd'hui, je ne sais plus quoi, la ministre de la Culture, bon, il y en a eu une tripotée comme jamais de notre temps, comme dirait l'autre, dès qu'un ministre était inculpé à un moment donné, puis mis en examen à partir d'une réforme Sapin, pardon, il quittait le gouvernement immédiatement parce que, tout en respectant la présomption d'innocence, parce que c'était compliqué quand même de continuer à travailler de sa vie. Bon. Donc la pauvre, elle, lui, on l'a dégagée très vite, peut-être parce qu'elle était totalement inconnue, donc ça ne se voyait pas. Mais c'est de la corruption privée. Donc c'est en tant que pharmacienne, elle aurait reçu de la part d'un fabricant de médicaments, on va dire ça comme ça, de l'argent pour promouvoir plutôt son médicament que le médicament d'à côté. Très exactement de la corruption, mais c'est de la corruption privée. Et ne croyez pas que c'est pour autant moins grave que la corruption publique. J'y reviendrai évidemment. La corruption publique, la gravité, c'est qu'on touche aux institutions, on touche à la République, si je puis dire. Mais là, vous touchez quand même au fonctionnement économique. Parfois, quand je vois des chefs d'entreprise pour leur parler de ces questions de lutte contre la corruption, souvent des lois Sapin, des outils de lutte contre la corruption, et que je leur dis, mais commencez par vous regarder vous-même dans vos relations les uns avec les autres, parce que la plus grosse corruption qui existe en France, c'est la corruption dans le monde privé. Ils me disent, ce n'est pas de la corruption, c'est du vol. Pourquoi? Oui, j'ai été volé par mon vendeur qui vend des yaourts et qui, c'est par mon acheteur, on va prendre ça du côté de la grande surface, qui a acheté du yaourt à celui qui lui a payé un voyage pour acheter le yaourt et pas le yaourt d'à côté. C'est ça la corruption privée. Et c'était considérable. Hein. C'est considérable. Et c'est très grave dans le fonctionnement d'une économie. Et donc, j'attire toujours cette attention-là. Ce n'est pas un phénomène simplement entre la sphère privée et la sphère publique. La corruption, ce n'est pas seulement ça. La corruption, c'est aussi la corruption dans le monde privé. Soyez-y attentifs parce que vous allez vous retrouver les uns et les autres, pas seulement comme élus, comme fonctionnaires ou autres, peut-être aussi, mais aussi dans le monde économique. Et vous vous apercevrez que c'est un des sujets importants auxquels maintenant les entreprises commencent à faire attention, y compris en utilisant des outils qui ont été mis à disposition par les lois Sapin et en particulier la mise en place de plans de prévention de la corruption qui sont là pour prévenir et la corruption privée entre partenaires de l'entreprise et la corruption publique, évidemment, dans la relation de l'entreprise avec des pouvoirs publics. Mais j'en reviens quand même à la question de la corruption publique. Là aussi, ceux qui ont vécu cela à l'époque, Jean-Jacques Confus, il fut un temps où personne ne voulait se poser la question de savoir combien coûtait une campagne électorale, combien coûtait le fonctionnement d'un parti et qui finançait ces campagnes électorales et ces partis. Pendant très longtemps. Et au même moment, le coût des fonctionnements des partis, mais surtout le coût des campagnes électorales, ne cessait d'augmenter. On ne les voit plus aujourd'hui parce que c'est interdit, mais les 4x3 énormes avec des visages des uns et des autres, nous on a connu ça dans un nombre de campagnes. La publicité, puisqu'à l'époque on avait le droit de faire de la publicité pour un candidat ou pour un parti, coûtait de plus en plus cher. Mais c'est le singe, je ne veux rien écouter, je ne veux rien voir, je me tais, jusqu'au jour où ça a explosé, parce que quel était le financement de tous ces partis et de ces campagnes? Très simplement, de la corruption qui passait par le canal des collectivités territoriales amies. Donc, si vous étiez avec un Marseille socialiste et que vous étiez trésorier du Parti socialiste, ça m'est arrivé, mais après les lois Sapin, donc enfin là, la première loi, vous regardiez avec le maire de Marseille si c'était possible que tel marché étant attribué à telle entreprise, la somme soit versée au parti ou éventuellement au candidat. Tout cela dans une illégalité absolue. Ça a créé
phénomène, alors dans le genre tous pourris, je ne vous dis pas, ça a créé un phénomène dans les années, fin des années 80, d'affaires, on appelait ça les affaires politico-financières. Tous les partis y sont passés, hein, le nôtre, Urba, comme bien d'autres, le Parti communiste, les centristes, les affaires de la ville de Paris. Vous avez eu un trésorier du Parti socialiste qui a été déclaré inéligible. Vous avez un ancien Premier ministre, Alain Juppé, qui s'est retrouvé inéligible. Enfin, vous avez une situation effroyable hein, du point de vue du fonctionnement de la politique, hein, de la République. Et donc, nous avons décidé, les uns et les autres, de mettre en place un financement public transparent, 2, d'interdire aux entreprises de financer la vie publique, aux entreprises et associations, aux personnes publiques, 3, de mettre en place un financement public, donc il y a l'État qui verse une certaine somme, y compris pour les campagnes électorales, et enfin 4, c'est le seul sujet qui aujourd'hui est maintenant débattu, de mettre en place un plafonnement des dépenses. Et quand vous voyez des affaires de financement aujourd'hui, ça arrive, c'est toujours uniquement des affaires, non pas de corruption, mais de dépassement du plafond. La principale de ces affaires concerne un ancien président de la République qui continue à se bagarrer pour laisser penser qu'il n'y était absolument pour rien, qu'il ne savait rien, qu'il ne comprenait pas combien coûtait une campagne électorale. Il se trouve que c'est d'ailleurs pour une campagne électorale où moi j'étais quasiment le trésorier de la campagne électorale de François Hollande, et donc je voyais bien comment ça se passait et à quel moment il fallait dire à son candidat, là on arrête de dépenser de l'argent, sinon on passe au-dessus. Donc ça, je vous décris le schéma. Et on met en place des mécanismes de lutte contre cette corruption, de la transparence, etc. Ça, c'est la première loi. La loi Sapin à l'époque, c'est comme dans les films ou les séries, le premier épisode n'a pas de numéro. C'est le deuxième, le troisième, etc., qui ont des numéros. On s'arrêtera pour l'instant à Sapin 2. La deuxième, souvent on me dit, mais pourquoi est-ce que tu as été obligé d'en faire une seconde? C'est donc que la première n'a pas été efficace. C'est un certain bon sens. Non, la première a été très efficace parce que justement, il n'y avait plus de financement et les grandes affaires politico-financières sont derrière nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne continue pas à y avoir de la corruption au sens le plus crapuleux du terme, c'est-à-dire un maire qui se fait construire une piscine gratuitement en échange de l'attribution d'un marché à une entreprise. Je prends cet exemple-là, hein, qui est le plus connu, le plus habituel, le plus risqué dans la vie politique française. Donc, il y en a encore. Enfin, bon, on a quand même fait un très, très gros boulot. Alors après, vous avez un Patrick Balkany de temps en temps, un autre par-ci, par-là de temps en temps, qui laisse globalement une très mauvaise image. Mais le problème, c'est qu'il ne suffit pas de lutter contre la corruption sur son propre territoire. Il faut aussi se préoccuper, et là, c'est une question d'entreprise, et de grandes entreprises, de la corruption, qu'on appelle aujourd'hui transnationale, la corruption à l'étranger. Alors, je pourrais vous poser une question de cours. Donc, vous savez qu'il y a un code pénal en France. Vous savez tous. Oui. Et dans ce code pénal, le délit de corruption d'agents publics français est aussi ancien que le code pénal. Il a même précédé le code pénal. Le code pénal, c'est Napoléon. Dans le code pénal, vous avez le délit de corruption. Enfin, si vous lisez Démosthène ou Cicéron, ça vous arrive? Oui, bon, vous n'êtes pas obligé de le dire dans le texte. Ben, vous verrez que la question de la corruption chez les Grecs comme la corruption chez les Romains, des agents publics grecs ou des agents publics romains, était un sujet lourd et avec des interdictions et des condamnations qui pouvaient être très lourdes. Ça, c'est... Mais ma question de cours est la suivante. Est-ce que vous savez quand, dans le code pénal français, le délit de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger est devenu un délit, a été inscrit? Alors, il y en a combien qui sont nés en l'an 2000 ici? Bon, ben voilà. Vous avez l'âge du délit de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. Les autres sont plus jeunes, donc ils ne l'ont pas vu, et donc ils croient que ça a toujours existé. Eh bien, pas du tout. Jusqu'en 2000, corrompre un responsable africain, asiatique ou sud-américain pour vendre un avion, un bateau, un sous-marin, une usine ou obtenir un marché public, c'était légal.
c'était servir la France. C'était détruire, ou tu as contribué à détruire ou à empêcher la création d'une solidité dans l'organisation sociale, politique des pays concernés, mais c'était considéré comme quelque chose de légal. Donc la loi Sapin, c'est ça. C'est avoir les outils qui permettent de lutter efficacement contre la corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. On va dire de protéger des sociétés fragiles, des pays fragiles, pour des tas de raisons, le mieux possible de cette corruption qui est quand même dans beaucoup de pays endémique et gravissime. Je termine sur cet aspect-là de la loi Sapin 2. Donc, vous avez compris, hein, la 1, c'est on s'occupe de nous. La 2, on renforce les moyens pour s'occuper de nous et en même temps, on essaie de s'occuper de l'extérieur. Il se trouve qu'on n'a pas été les seuls, hein, je vous rassure, à attendre l'an 2000 pour créer le délit de corruption d'agents publics étrangers. Ça a été le cas de tout le monde, sauf des États-Unis, qui avaient commencé en 1977 parce qu'ils avaient connu de très graves éléments de corruption dans le cadre de l'affaire du Watergate, hein, et qui ont mis en place une loi qui interdisait cela. C'était la première. Hein. Puis après, les entreprises américaines en ont eu marre de se faire taper dessus parce qu'elles corrompaient à l'extérieur, alors que nous, on continuait allègrement à le faire. Et donc, elles trouvaient que c'était une concurrence déloyale. Et donc, les autorités américaines se sont dit, bon, on va peut-être s'en occuper. Bon, comme vous parlez tous anglais, vous allez me pardonner mon très mauvais accent, mais ministre me préoccupant de savoir comment on pouvait lutter efficacement contre cette corruption à l'étranger, je vais voir le responsable américain, on appelle ça le DOJ, une sorte de mélange de ministre de la Justice, de procureur, etc. Et je discute avec lui de c'est quoi vos outils, comment vous faites, etc. Puis j'étais quand même arrivé avec ma liste des entreprises françaises poursuivies et condamnées, ou en tous les cas punies, sanctionnées aux États-Unis. Et donc à la fin de l'entretien, je lui dis, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes aussi désagréable, dur, avec les entreprises françaises? Alors, il me dit, not at all, not at all. Donc, il me donne toute sa liste d'entreprises américaines. Il y en avait beaucoup. Puis, alors, il y avait une entreprise allemande, une entreprise suédoise. Moi, j'avais mes 13 entreprises. Et puis, à la fin, n'en pouvant plus, il m'a dit, you don't do the job, so I do it. C'est-à-dire que les Américains le faisaient à notre place. Nous, on n'avait pas les outils, je ne sais pas comment, on était trop gentils, hein, on n'avait pas les outils juridiques. Parce que pour trouver la preuve d'une corruption faite en France, c'est déjà très compliqué. Pour trouver la preuve d'une corruption faite à l'étranger, vis-à-vis d'officiels étrangers, c'est pour compter sur la collaboration locale pour nous permettre d'identifier et d'avoir la preuve, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et donc, les Américains avaient dit, bon, nous, on ne peut plus continuer comme ça, on va faire le boulot. Et la loi Sapin a permis, en particulier un parquet que nous avons créé d'ailleurs en 2013, qui s'appelle le Parquet national financier, qui est un organisme qui est chargé, très spécialisé sur l'ensemble du territoire français, pour lutter contre la grande délinquance financière, et tout particulièrement contre la corruption à l'international, très compliquée. Eh bien, aujourd'hui, je vous disais que en 2015, quand je faisais ce petit tour et que je travaillais sur le projet de loi Sapin, 13 entreprises françaises avaient été poursuivies et sanctionnées aux États-Unis, 0 en France. 0. Aujourd'hui, 0 entreprises sont poursuivies aux États-Unis. Et il y a eu, ça c'est un outil qui a été créé par la loi Sapin, 17 CJIP, Convention judiciaire d'intérêt public, c'est-à-dire un outil où il n'y a pas besoin d'avoir la preuve, où il faut juste la collaboration de l'entreprise pour aboutir à une connaissance précise de ce qui s'est passé, des faits, et à, pas une condamnation d'ailleurs, mais à l'amende qui est prononcée vis-à-vis d'entreprises. Bon, la principale de ces GIP, pardon, c'est un tout petit peu technique, mais peut-être que dans les années qui viennent, vous verrez cela, ça a été Airbus, qui a payé 4,2 milliards d'amende au Trésor français. Je vous assure que si les Américains avaient pu poursuivre
Airbus, il l'aurait fait très volontiers, d'autant plus que, comme vous le savez, Airbus n'a qu'un seul concurrent qui s'appelle Boeing et qui est lui-même américain. Voilà, bon, j'ai été un petit peu plus loin sur les aspects. Vous m'avez lancé sur Sapin 1, Sapin 2, donc je suis sans fin et je donne un cours à Sciences Po sur le sujet. Donc, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Bon, tout ça était beaucoup plus efficace. Tout ça n'empêche pas qu'il y ait aussi et encore, et qu'il y en aura encore, des affaires de corruption, mais au moins, on arrive plus facilement à les repérer et plus facilement à les punir. Et peut-être aussi, s'agissant de la corruption par des entreprises, plus facilement à les prévenir avec des mécanismes d'obligation qui sont faites dans les entreprises, de mise en place de ces plans de prévention. Peut-être que vous avez entendu parler, c'est des postes qui peuvent s'ouvrir, en particulier pour ceux qui font des études de droit, mais qu'on appelle dans ce jargon le compliance officer, on va dire de chargé de la conformité au sein de l'entreprise, qui sont des postes très nombreux. Je vois beaucoup de jeunes, je fais beaucoup de conférences comme ça dans différentes universités, qui sont en dernière année, qui n'ont pas fini leur dernière année, et qui viennent me dire « Merci, j'ai trouvé du boulot avant d'être sorti ». Parce qu'il y a énormément de postes qui se sont créés dans ces secteurs pour justement respecter les obligations que la loi Sapin a imposées aux grandes entreprises françaises. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Comme tout le monde le sait ici, vous avez été et êtes encore un acteur majeur de la politique française, occupant des postes clés liés aux affaires économiques et financières, tels que celui de ministre de l'économie et des finances entre 1992 et 2017 sous différents mandats. Ces responsabilités vous ont naturellement amené à interagir de manière significative avec l'Union européenne, participant à des négociations, des sommets et des processus décisionnels liés aux politiques européennes. Vous avez notamment été confronté à la crise financière de 2008 et avez travaillé en collaboration avec d'autres ministres des Finances de l'Union européenne pour mettre en œuvre des mesures de stabilisation financière et économique, coordonnant les efforts au niveau européen. Ma question est donc la suivante. Comment pouvez-vous donc représenter les intérêts financiers français tout en œuvrant pour une stabilité financière européenne commune? C'est une bonne question, mais je vais y répondre simplement. Parce que vous pensez que si on était tout seul à défendre nos seuls intérêts, on arriverait à stabiliser mieux le monde? Bon. Il fut un temps, on a pu le connaître, où les mouvements financiers étaient des mouvements qui se faisaient dans un pays. Quand on voulait passer de l'argent dans un autre pays, il fallait se promener avec une petite valise, c'était un peu lourd. On en a vu beaucoup à un moment donné qui passaient par là, du côté dans l'Ain, du côté du Jura, du côté de Genève, etc. Et il suffisait de mettre en place, ça nous est arrivé dans les années 80, un contrôle d'échange. Donc on disait, vous n'avez plus le droit. Vous n'avez plus le droit de sortir plus d'une telle somme, vous n'avez plus le droit de transférer telle somme. Ça, c'est un monde qu'on a pu connaître. C'est un monde où, par exemple, la bourse de Paris était la seule qui comptait. Donc on regardait à 8 heures du matin ou 9 heures du matin le niveau, on regardait à la clôture, et donc les ministres des Finances s'endormaient tranquilles au moment de la clôture et se réveillaient avant l'ouverture et commençaient à s'inquiéter de savoir comment allait évoluer le niveau du franc ou le niveau des taux d'intérêt, etc. C'est complètement fini. C'est complètement fini. Et, ou alors c'est Cuba ou la Corée du Nord. Non, mais c'est complètement fini. Nos économies ne pourraient plus fonctionner sans ces mouvements de capitaux qui sont des mouvements considérables, de plus en plus considérables, qu'on peut critiquer lorsqu'ils sont fous, mais dont on peut considérer qu'ils sont nécessaires aussi au financement des entreprises, au développement des pays, au financement des budgets. Parce que si la France aujourd'hui est avec un fort déficit et un très haut niveau d'endettement, et si elle arrive toujours à y faire face aujourd'hui, ce n'est pas parce que les Français prêtent de l'argent à l'État. Hein. C'est parce qu'il y a des fonds internationaux qui considèrent que prêter de l'argent à l'État français n'est pas inintéressant et qu'en tous les cas, on est sûr d'être remboursé, plus que pour d'autres pays. Donc, il n'y a plus une grande entreprise qui pourrait vivre uniquement avec l'épargne française. Il n'y a pas un État qui peut vivre, sauf quelques-uns, mais très peu, le Japon, choses comme ça, avec la seule épargne de son pays.
il y a tous ces mouvements. Et donc, par rapport à cette réalité, qui n'est pas une réalité sur laquelle on pourrait revenir en arrière, c'est complètement appauvrir notre pays. Hein. C'est appauvrir les entreprises, c'est appauvrir les créations d'emplois. C'est vraiment c'est quelque chose qui, quand je dis inéluctable, j'ai l'impression de dire qu'on n'y pouvait rien. Non, qui a été voulu, hein, qui a été souhaité par, y compris évidemment tous les gouvernements, mais qui a aussi des inconvénients. Hein, ça a des inconvénients parce que, par exemple, 2008, vous avez tout d'un coup une banque américaine qui s'écroule, et la banque américaine s'écroulant, elle va par effet boule de neige, on appelle ça dans le jargon effet systémique, emporter d'autres banques américaines qui elles-mêmes vont emporter leurs filiales à l'étranger et parfois vont emporter les filiales françaises qui sont aux États-Unis parce que tout le monde a prêté à tout le monde et quand vous avez tout à coup tous les crédits immobiliers qui s'écroulent à cause du système dit des subprimes, à ce moment-là, c'est tout le système lui-même qui est fragilisé. Donc on voit bien que s'il n'y a pas de la régulation, et pas simplement au niveau de chaque pays, mais à un niveau plus élevé, la finance devient extrêmement dangereuse. Peut-être que parfois il y a besoin de plus de régulation qu'il ne pouvait y en avoir eu. Hein. Toujours un débat de régulation, dérégulation, régulation, dérégulation. Bon. Et donc, la France n'a pas perdu de sa souveraineté en construisant, par exemple, au niveau européen, mais pour la finance, ça s'est fait aussi à d'autres niveaux, en construisant une monnaie, qui est l'euro. Elle a gagné en stabilité, et même presque, j'allais dire, en indépendance, en construisant une monnaie qui lui est commune avec d'autres pays. Parce que l'euro est beaucoup plus stable que ne pouvait l'être le franc par rapport à tout un tas d'autres monnaies. J'ai connu une période, parce que j'étais ministre des Finances à ce moment-là, aussi, dans les années 92-93, au moment de l'adoption par le traité de Maastricht, du traité qui crée l'euro, j'ai connu un moment où tout le monde pouvait faire de la spéculation entre le franc, le mark, la lire, la livre, la pesette, etc. Et c'était un jeu qu'adoraient les spéculateurs. Hein. Ils gagnaient de l'argent pour rien du tout, hein, uniquement parce qu'ils avaient acheté suffisamment tôt et dans le bon sens une autre monnaie en vendant une première monnaie. Vous apportez aucune richesse, hein, dans ces cas-là, rien du tout. Hein. Simplement, vous avez joué, spéculé sur le... Donc, mettre fin à tout cela, c'est gagner, je répète, en stabilité, en capacité de décision. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné où la délégation de sa souveraineté vous redonne de la souveraineté. Dès lors que vous pouvez participer à la décision prise en commun. C'est le principe même de l'euro, de la Banque centrale européenne, et pour être un tout petit peu technique, au sein des institutions européennes, de quelque chose qui s'appelle l'Eurogroupe, qui regroupe tous les ministres des Finances ayant, comme on dit parfois, en partage la même monnaie, l'euro, de manière à débattre. Par exemple, je n'ai pas tant connu 2008, la crise, puisque je suis arrivé au gouvernement en 2012 et au ministère des Finances en 2014, que les conséquences de la crise sur la zone euro et sur l'euro. Et en particulier, parce que ça, vous avez dû en entendre parler ou le voir, ce qu'on a appelé la crise grecque, c'est-à-dire le risque majeur qu'à un moment donné, il y a un membre de l'euro, membre de l'Europe et de l'euro, qui quitte l'euro. Alors que jusque-là, nous n'avions fait que construire et élargir l'euro. Et ça aurait été, aux yeux de tous ces spéculateurs, ça aurait été l'idée sur laquelle, ah ben c'est pas définitif l'euro. Ça s'est fait dans la douleur, ça peut se défaire dans la douleur. Et puis si ça se défait, ben, on est gagnant. Hein. On fait tout de suite des mouvements, des spéculations dans tous les sens. Donc, ce que je veux essayer de faire passer comme message, c'est qu'on gagne en indépendance en construisant, pas dans tous les domaines, mais au moins dans ce domaine-là, des outils qui sont des outils supranationaux, qui sont des outils parfois fédéraux. Hein. Du point de vue de la monnaie, on est complètement fédéral. Hein. La monnaie, l'euro, est complètement fédérale, elle n'est pas du tout... et on essaye de progresser dans ce domaine-là. Le grand débat des ministres des Finances, puisque ce n'est plus le débat monétaire qui est géré par la Banque centrale, c'est la coordination des politiques budgétaires. Vous n'avez pas forcément fait beaucoup d'économie, de macroéconomie, mais on dit toujours que les États ont au moins deux grandes politiques, une politique monétaire et une politique budgétaire. Donc, c'est
en utilisant ces deux outils. Alors après, on a d'autres outils plus structurels, etc. Mais bon, là, vous avez un outil monétaire qui est complètement fédéral. Ce qu'on appelait le pilier monétaire du traité de Maastricht est totalement fédéral. Et il fonctionne. La crise du Covid, sans la politique faite par la Banque Centrale Européenne, qui a consisté à lâcher plein d'argent, hein, on ne l'aurait pas traversé comme on a pu la traverser. Puis vous avez à côté la politique budgétaire, qui appartient à chaque pays, mais avec des règles. Hein, vous savez, on est toujours avec les règles de 3%, 60%, dont on dit qu'elles sont scandaleuses. Mais non, elles ne sont pas scandaleuses, c'est juste des règles de bon sens. Si vous voulez vivre ensemble avec la même monnaie, il vaut mieux avoir à peu près les mêmes équilibres budgétaires, parce que sinon, ça veut dire que c'est le pays d'à côté qui vous apporte l'argent qui vous est nécessaire pour vivre à crédit. Donc, ça ne peut pas durer très très longtemps. Je caricature, mais ça ne peut pas durer très longtemps. Et donc là, cet outil économique, dans le traité de Maastricht, on parle de la politique, enfin, des piliers économiques et monétaires. Le pilier monétaire, il est impeccable. Le pilier économique, on est dans des coopérations compliquées, difficiles, avec, pour faire face à telle crise ou à telle autre, la nécessité d'autoriser un pays à dépenser un peu plus ou d'autoriser tout le monde à dépenser plus. C'est ce qui passait pour le Covid. Hein. On a dit les règles ne s'appliquent plus. Vous pouvez y aller. Ce n'était pas forcément le quoi qu'il en coûte à la mode française, qui au lieu de durer 1 an, a duré 5 ans, et d'où la situation budgétaire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On a l'air de découvrir ça d'ailleurs du jour au lendemain, mais enfin, c'était bien vu. Donc voilà, et là, il y a du progrès. Il y a du progrès. Non pas du tout pour déléguer notre souveraineté dans le domaine budgétaire. Je pense que ça reste un choix et on a le droit d'avoir des choix différents, par exemple en termes de régimes sociaux. On peut avoir en France un régime santé ou un régime retraite un peu plus complet que celui qui existe dans tel ou tel autre pays. C'est un choix qu'on fait. On va dépenser plus d'argent public dans ce domaine et donc éventuellement on va avoir plus de cotisations ou de prélèvements obligatoires, d'impôts pour financer cela. Ça, c'est des choix de société qui appartiennent à chacun des pays. Mais il faut quand même qu'il y ait une coordination entre eux. Et puis il y a un point décisif. Un point décisif. Dans le dispositif actuel, seul chaque État a le droit, je pourrais dire avait le droit, d'emprunter. L'Europe, globale du terme, n'avait pas le droit d'emprunter. Et quand, par exemple, on apportait une aide à la Grèce, un gros paquet budgétaire, on disait toujours l'Europe va débloquer tant de milliards pour la Grèce. Eh bien, l'emprunt en question, la contrepartie, elle est inscrite au budget de chacun des pays et non pas au budget de l'Europe. Et ça, c'est un des grands handicaps qui est en train d'être surmonté parce qu'à l'occasion du Covid, pour la première fois, les pays ont accepté qu'il y ait un emprunt européen garanti par l'Europe et non pas garanti par chacun des pays composant l'Europe. Je prends cet exemple-là parce qu'on pourrait dire mais c'est une perte d'indépendance. Au contraire, c'est une plus grande capacité à agir parce qu'on le fait à plusieurs, à un niveau qui nous permet de peser dans le contexte international. Donc voilà, ça c'est toujours tout ce débat entre indépendance, délégation de souveraineté, exercice de la souveraineté. Mais ce à quoi moi j'ai participé, et je l'ai participé à 2 moments passionnants, hein, puisque j'ai participé en 92-93 au moment de la création de l'euro. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais d'une spéculation absolument gigantesque contre laquelle il a fallu se battre sans trop le montrer, parce qu'il y avait tellement de centaines de milliards de mis sur le marché, c'était extrêmement inquiétant. Et avec un président de la République, je vais vous raconter cette histoire, parce que c'est là où on voit ce qu'est un grand politique. On dépense incroyablement d'argent à ce moment-là, en 92-93, parce que le monde anglo-saxon était contre l'euro. Puisque je vous l'ai expliqué, si vous supprimez des monnaies, vous supprimez la capacité de jouer entre ces monnaies, de spéculer entre ces monnaies. Et comme en plus vous supprimiez la 2e monnaie du monde, la 3e monnaie du monde, la 4e monnaie du monde et la 5e monnaie du monde, qui devenaient qu'une seule monnaie, vous aviez quand même 5 terrains de jeu en moins pour cela. Et donc tout d'un coup, ils se sont dit, à cause du petit oui de Maastricht, ils se sont dit, ah, il y a une opportunité, on va faire plier la France.
Et c'est la spéculation, et la spéculation en l'occurrence, c'est entre le franc et le mark. C'est de faire décrocher la valeur du franc par rapport au mark, faire monter le mark, faire baisser le franc. Donc énorme masse d'argent déversée par tous les fonds anglo-saxons du monde, et donc en contrepartie par nous, parce que quand vous en avez qui achètent du mark sans fin, et en vendant du franc, si vous ne rachetez pas du franc, ça se dégrade considérablement. Et c'était très inquiétant. On n'avait jamais vu ça. Je me souviens la Banque de France à l'époque n'était pas encore indépendante. Hein. En tout cas, elle existait. Maintenant, il n'y a plus que la Banque centrale européenne, même si la Banque de France existe, mais pas avec la souveraineté monétaire. Et donc, le gouverneur de la Banque de France me voit en disant c'est plus possible, on peut plus, c'est pas. Bon, donc on y va. Puis je me dis à un moment donné, il faut quand même que j'aille expliquer ça au président de la République. Le président de la République, à l'époque, vous vous en souvenez, mais en tout cas, que vous avez suivi le livre, s'appelait François Mitterrand. Et je vais le voir et je lui dis, président, il faudrait peut-être que je prenne un petit peu de temps pour vous expliquer ce qui se passe. Alors il me dit, oui, allez-y, ça part, oui. Et je commence à lui expliquer les quantités d'argent, la manière dont on agit, ce que les Allemands nous prêtent, de manière secrète, qu'on va récupérer, enfin, des swaps, c'est des termes absolument considérables. Au bout de 3 minutes, il m'arrête et il me dit « Sapin, je ne comprends rien à ce que vous me racontez. » Je lui dis « Pardon, Monsieur le Président, je n'ai pas du tout été clair, je vais recommencer peut-être d'une autre manière. » « Ah non, c'est même pas la peine. » Il comprenait très bien, hein, ne t'inquiète pas. Il dit « Je sais une chose, le franc, le mark, l'euro, à l'époque on appelait ça l'écu, c'est l'Europe. On le fera. Alors, allez-y. » Et je prends souvent cet exemple-là parce qu'on voudrait que les grands politiques soient des grands techniciens. Ils comprenaient, ils ne cherchaient pas à comprendre les détails de cette affaire-là. Ils ne cherchaient même pas à se faire peur avec des gros chiffres et des trucs, et des techniques. Mais il avait compris une chose, au moment où le mur était tombé, où la réunification allemande était présente, au moment où il y avait une sorte de bouleversement de l'Europe, c'est que si on ne construisait pas cette Europe, et en particulier si on ne construisait pas cette Europe monétaire, eh ben on était fichu. La France, hein, on était fichu. On retrouvait une Allemagne gigantesque, avec une monnaie totalement prédominante en Europe, avec une situation, vous qui faites de la géopolitique, j'ai vu qu'il y avait votre prof de géopolitique, elle est où avec une situation à risque où la France, où l'Allemagne se retrouvait totalement au milieu de l'Europe, avec ses marges européennes de l'Ouest, un peu développées, mais toutes ces marges de l'Est qui redevenaient. Donc vous retrouviez l'Allemagne impériale, ce qu'avait d'ailleurs très très bien compris Kohl à l'époque, qui considérait que c'était une nécessité évidemment de la réunification et le financement de la réunification, mais que c'était un danger pour l'Allemagne même. Il fallait que l'Allemagne se protège contre cela et passait par le fait que l'Allemagne donnait sa crédibilité à la monnaie européenne. Donc, vous voyez que c'est des très grands. Alors, j'ai connu ça, puis j'ai connu le moment où on risquait de voir l'euro se dévisser. Et donc, les batailles, pour répondre, et j'arrête là à votre question, ces batailles au niveau européen, dans ces grandes institutions européennes, dans ces grands moments européens, dans ces soirées absolument sans fin, dans ces moments où on dormait dans des canapés à Bruxelles pour essayer de trouver un accord au fin fond de la nuit ou au début du matin pour sauver la Grèce, c'était pas pour défendre la France. On défendait l'euro, mais on défendait nous-mêmes. Notre intérêt était engagé. L'euro se serait détruit ou aurait commencé à se détruire, la France aurait été affaiblie. Donc il faut apprendre à donner de soi-même pour construire quelque chose de plus vaste, mais qui vous renforce ensuite vous-même. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, on est dans le temps. Je vous propose... L'obligation, elle se termine à quelle heure? À 20h, vous n'avez plus d'obligation? Non, mais moi, je vous garderai après. Je vous propose à présent de nous pencher sur le thème de la défense nationale. Alors, depuis la fin de la guerre froide, nous avons vu la baisse dans le monde entier des budgets militaires. Et c'est à partir de 2015,
frappés par le terrorisme que le budget de la défense française a dû croître pour compenser les sous-investissements des 20 dernières années. En tant qu'ancien ministre de l'économie et des finances, vous qui avez présenté à plusieurs reprises le budget, pensez-vous qu'il est possible pour un pays comme la France de maintenir un format d'armée qui soit prêt en tout temps à protéger ses citoyens, son pays et ses intérêts, y compris à l'étranger, donc faire rayonner la France. Donc la France, la quatrième puissance nucléaire, après les États-Unis, la Russie et la Chine. Est-ce qu'elle serait en capacité de maintenir un format d'armée à la hauteur de ses ambitions et surtout en prenant en compte le fait qu'on fait face à la menace du conflit russo-ukrainien que nous pouvons observer aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est une question qui est évidemment à la fois très actuelle, très compliquée, dans laquelle il ne peut pas y avoir de réponse évidemment définitive. Mais vous avez raison de dire une chose, il n'y a pas qu'en France. Il se trouve que j'étais ministre des Finances, donc c'est celui qui présente le budget, au moment où, pour la première fois depuis des années et des années, le budget de la défense a réaugmenté. Vous parliez du budget de 2015, c'est celui qu'on élabore en 2014. 2014 est l'année de ce que d'ailleurs dans un très bon livre, je ne sais pas si vous l'avez, je vous recommande de lire, de François Hollande, mais qui porte sur les aspects internationaux, que François Hollande appelle l'année du grand retournement. 2014, le grand retournement. C'est quoi ce grand retournement? Après, on simplifie, mais il y avait des signaux précédents, mais c'est le moment où, d'une diminution des risques au niveau international et en particulier militaire, au moment où, après une mondialisation heureuse, qui était une mondialisation de diminution des tensions, après, on va dire, l'effondrement de la puissance soviétique et donc de son arsenal et de la menace que cela représentait, avec une Chine évidemment extrêmement puissante du point de vue militaire, mais qui était dans une disposition d'esprit très ouverte par rapport au reste du monde, 2014, c'est exactement le moment où, du côté chinois comme du côté russe, vous passez d'une mondialisation heureuse et ouverte à une fragmentation du monde qui va aussi avoir des effets sur la question de la défense, la question de l'armée et la question des budgets militaires. Du côté chinois, moi je l'ai vécu aussi, hein, parce que j'étais ministre à ce moment-là avec beaucoup de déplacements en Chine. L'actuel président chinois, dans les années 2010-2012, était un président d'ouverture, de dialogue avec le reste du monde, dialogue avec l'Occident, dialogue avec l'Amérique, etc. Et en 2014, pour tout un tas de raisons assez profondes, y compris parce que la Chine commençait à s'interroger sur elle-même, c'était plus une puissance démographique grandissante, au contraire, hein, c'est une puissance maintenant déclinante, des problèmes à l'intérieur de la Chine, avec des minorités qui étaient de plus en plus agissantes et pour les Chinois provocantes, et retomber dans une forme de nationalisme, donc on se referme et on se réarme. Et les Russes, évidemment, c'est le basculement avec un Poutine qui devient un Poutine agressif, très nationaliste, et ce qui se traduit par l'envahissement d'une partie de l'Ukraine et en particulier l'annexion de la Crimée. Et donc c'est la première fois. Hein, il y avait eu des guerres pendant toute cette période, mais c'est la première fois où ces grands enjeux, guerre froide, c'était un bloc contre un bloc. Hein, voilà, on va dire qu'il y avait 3 blocs, mais ces blocs s'étaient légèrement, même plus que légèrement, dissous, en tout cas rapprochés, et tout d'un coup, on retrouve les limites entre ces blocs et on retrouve l'utilisation de la force armée comme un élément pour peser dans la relation internationale ou la relation économique, ou parfois aussi pour peser dans l'unité de son pays. Ce qui est souvent le plus grave, hein, c'est quand la force est utilisée, c'est le nationalisme. Hein. Le nationalisme, c'est la guerre, disait François Mitterrand, c'est pas faux. La patrie, c'est quelque chose de précieux.
Mais le nationalisme, lutter pour son unité, est fait par l'appel au nationalisme. Et donc on le voit très très bien aujourd'hui, par exemple, par rapport à la Russie, où ils n'ont pas d'autres informations que celles qui peuvent être données. Donc, il y a vraiment un retournement considérable en 2014, où tout d'un coup, il y a un nouveau fractionnement du monde, et où ce fractionnement, c'est pas simplement on met des frontières économiques, c'est aussi, on pose la question des frontières, on pose la question d'une évolution de ces frontières, on met en cause les grands principes d'après-guerre sur l'intangibilité des frontières, enfin, tout ceci est en mouvement. Et donc, on se pose de nouveau la question de savoir si ce mal, dépenser de l'argent pour des armes, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus productif, hein, il vaut mieux le dépenser à autre chose. Ce mal, un budget militaire ne devient pas une nécessité. Et on a, à partir de ce moment-là, commencé à faire évoluer considérablement. Vous avez rallié ça au terrorisme. Ce n'est pas le sujet principal, même si c'est un élément très visible, hein, le terrorisme, et que pour lutter contre le terrorisme, on a dû mettre en place un nombre de dépenses supplémentaires. Mais on ne lutte pas contre le terrorisme avec des sous-marins, on ne lutte pas contre le terrorisme ou accessoirement avec des avions, enfin, sauf qu'on va taper de temps en temps sur un terroriste à tel ou tel endroit du monde. Non, on lutte avec des armes d'une autre nature, de renseignement, sur tous ces choses. Ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Là où ça coûte plus cher, c'est quand vous êtes dans du conventionnel pur, et éventuellement dans la mise à niveau du nucléaire pour les puissances qui ont ce nucléaire. Donc c'est vraiment un moment extrêmement lourd, hein. Je pense quand on va regarder ça dans 10 ans, j'ose espérer que peut-être qu'on aura un deuxième retournement, mais qui rend absolument nécessaire nos pays d'avoir un renforcement de leur capacité militaire. Après, vous posez la question, non pas sur, au fond, est-ce qu'il était nécessaire, mais est-ce que c'est la France, est-ce que la France est à la hauteur de ce qu'elle est, à la hauteur de... Alors, la France, c'est pas n'importe qui, hein, y compris parce qu'on a une puissance nucléaire, parce qu'on a aussi une armée de qualité. Mais la France, elle est, malgré tout, regardez, je ne sais pas si vous connaissez les budgets militaires des pays en partant du plus haut jusqu'au plus faible. Vous les connaissez? Alors, le premier, et le second, hein, et le troisième. Hein? Non. Non. L'Inde. Troisième, l'Inde. Et la Russie est très bas. C'est pour ça que la Russie est en fait une toute petite puissance militaire. Hein. Le budget français plus le budget anglais est largement supérieur au budget militaire des Russes. Ça explique d'ailleurs la difficulté comme ça de ce qui apparaît comme un très grand pays qui n'est pas capable de battre ce qui apparaît comme un petit pays. Hein. Donc, quelles que soient les évolutions à venir, je ne les connais pas. Enfin, on voit bien que ça ne s'est pas fait d'un seul coup d'un seul en l'espace de 3 semaines de guerre. Hein. Donc, bon, donc je dis ça. Donc, on est à un niveau de budget qui est conséquent, mais enfin faible. Et puis, par ailleurs, on est membre d'une alliance, qui est l'Alliance Atlantique. Et heureusement, on y tient, si je puis dire, parce que sinon, on aurait peu de choses. Mais il y a deux questions, enfin, une question fondamentale. Est-ce que cette alliance atlantique, elle va nous permettre de tenir le coup et de défendre les intérêts européens, quelles que soient les évolutions aux États-Unis? On peut avoir un doute là-dessus. Pas simplement Trump, hein. Vous savez, parfois, ça a été, c'est pas le cas des 2 derniers, mais les démocrates ont été parfois plus isolationnistes que des républicains. Hein. Donc, c'est pas qu'une question de personnalité, c'est aussi une question en profondeur. Au fond, est-ce que c'est pas plus important pour eux de regarder ce qui se passe du côté du Pacifique et de la menace chinoise, entre guillemets, par rapport à l'histoire en Europe? Et puis quand Trump disait « moi je veux pas faire payer les Américains à la place des Européens pour les protéger et avoir leur armée », on trouve ça désagréable, mais au fond, il y a un certain fondement. Hein, il y a un certain fondement. Bon, et donc tous ceux qui ont cru qu'ils pourraient ne plus faire de dépenses, ou ne pas faire de dépenses militaires, parce que de toute façon, c'est les Américains qui allaient les protéger, bah, ils sont en train de s'apercevoir que tout ça est un peu fragile. Et se construit, je vais terminer par là, parce que là encore, je pense que c'est le meilleur moyen pour défendre notre indépendance et notre capacité d'action, se pose la question de savoir, mais est-ce qu'on est capable de créer une force européenne? Parce que si vous cumulez, je laisse les Anglais de côté, mais si vous cumulez les capacités budgétaires des Allemands, je ne dis pas les capacités militaires, les capacités budgétaires des Allemands
capacités militaires des Français qui sont réelles, plus capacité d'un certain nombre d'autres autour, vous arrivez à une force qui est puissante, hein, qui veut dire quelque chose, qui veut, en tout cas une capacité, une modernisation, etc., qui est considérable. Et c'est ça qui, à un moment donné, peut impressionner. Vous savez, l'Europe, combien de divisions? Moi, j'ai vu un Poutine, moi je les ai vus, hein, j'étais en face de lui, de Poutine. Quand vous l'avez vu une fois, vous dites que vous n'avez pas envie de le retrouver en face de vous, parce que vous sentez quelqu'un qui est d'une froideur. Qu'est-ce qui compte? C'est le rapport de force. Vous avez plus les États-Unis dans le rapport de force protecteur de l'Europe? Les Russes se disent on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a plus de limite, ce n'est pas l'Europe qui compte. Donc, cet enjeu, aujourd'hui, c'est le principal enjeu, me semble-t-il, au niveau européen. Est-ce qu'on est capable d'abord de créer une capacité budgétaire, et y compris en payant des choses au niveau européen, hein. Je vous ai dit la capacité d'emprunt au niveau européen. Est-ce qu'on est ensuite capable de créer des modes de coordination entre nos armées, sachant que s'il y a bien quelque chose qui touche à la souveraineté, c'est, je vais le dire de manière un peu dure, hein, le droit d'envoyer des hommes ou des femmes se faire tuer et le droit qu'on donne à des hommes et des femmes de tuer les autres. C'est ça le cœur, hein, de l'ordre qui est donné par un président de la République ou d'un chef. C'est, voilà, je sais pas, à une échelle moindre, quand François Hollande a dit au Mali, on lance l'opération, eh ben, il savait qu'il y aurait des Français qui seraient tués. Et il savait que les Français allaient tuer, y compris, parce que vous n'arrivez pas toujours à taper exactement sur celui que vous voulez tuer, y compris un peu autour, hein. Donc c'est l'ordre de tuer ou de se faire tuer, c'est quand même pas rien, hein. Et vous le faites pas, c'est difficile de le faire au nom d'une entité peu connue. Y aller par patriotisme, ça va encore, en fait, hein, avec son drapeau, avec son hymne. Y aller au nom d'une entité un peu évanescente, c'est plus compliqué, quoi. Vous pouvez mobiliser des hommes et des femmes. Donc on est au cœur de quelque chose de très, très sensible. Et pourtant, c'est par ce biais-là qu'on arrivera à retrouver une vraie capacité militaire et une vraie souveraineté militaire. Si on pense que c'est en doublant notre budget et en continuant à agir tout seul dans notre coin qu'on va y arriver, non. Évidemment, il faut augmenter notre budget, mais il faut aussi augmenter cette capacité de coordination et d'action avec les autres, y compris pour nous mettre à l'abri, je dirais, du recul américain, pour ne pas dire la déshérence américaine de ce point de vue-là. Merci, Monsieur le ministre. Ceux qui ont l'obligation de poser la question. Merci, Monsieur le ministre. Oui, pardon, je parle un peu fort. Je pense déjà qu'on peut commencer par applaudir Monsieur le ministre pour sa conférence. Alors, merci Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques pour avoir fait l'introduction. Merci Augustin, Edmond, Vassilisa, Gabriel. Et merci Monsieur le ministre Sapin d'avoir pu faire cette conférence. J'avais juste une petite question, absolument en 5 minutes pour conclure. Si vous aviez un conseil à donner à nos étudiants qui souhaiteraient s'engager en politique, quel serait-il pour qu'ils puissent réussir? Je ne sais même pas vraiment pourquoi moi je me suis engagé en politique, donc si vous me demandiez. Il y a toujours un mélange de conviction et de hasard. Mais si j'ai un conseil à donner, ne vous engagez pas en politique par posture. Ne vous engagez pas en politique par volonté de communication. Engagez-vous d'abord et avant tout en politique par conviction. Et ce que je trouve manquer beaucoup aujourd'hui dans les débats politiques, y compris et surtout, je dirais, dans ceux qui nous dirigent aujourd'hui, c'est le sentiment qu'ils le font au nom d'une conviction. Et cette conviction, ensuite, elle est discutée, elle est disputée, elle n'est pas forcément partagée. Mais il faut une colonne vertébrale à sa pensée. Il faut une colonne vertébrale à son engagement. Le jour où vous êtes capable, une semaine de dire blanc, la semaine d'après de dire noir et son contraire, ce qui me semble arriver de temps en temps, hein, aujourd'hui, les gens là aussi n'ont plus de repères.
Et ce qui me semble manquer chez beaucoup, pas du tout chez tous, mais en tous les cas dans cet ultra-centre d'aujourd'hui, c'est au nom de quoi je m'engage. Donc vraiment le premier conseil que je vous donne, c'est sachez quelle est la valeur que vous voulez défendre. On dit souvent la cause. Je me méfie de termes de cause parce que les causes sont belles. La cause environnementale, je me bats pour lutter contre le réchauffement climatique. Parfaitement justifié. La cause féministe, je me bats pour qu'une égalité réelle et durable entre hommes et femmes soit présente dans mon pays comme ailleurs. Et puis beaucoup plus que ça encore, on n'est même plus simplement au niveau de l'égalité, mais il y a des choses beaucoup plus profondes. Il y a des causes de cette nature qui valent. Mais aucune de ces causes ne peut se traduire sans la politique. Il y a un moment donné, il faut voter une loi. Il y a un moment donné où il faut une majorité. Il y a un moment donné où il faut prendre des décisions qui sont des décisions de puissance publique. Donc, c'est bien de se battre contre, mais il faut se battre pour des convictions, c'est celles qui vont vous animer, y compris dans plusieurs causes. Et c'est celles qui font qu'à un moment donné, ça se réunit et ça fait un mouvement politique. Une conviction, ce n'est pas un individu. Alors, c'est peut-être le deuxième et dernier conseil que je donnerais. Engagez-vous par conviction, mais ne faites pas de la politique individualiste. On fait trop souvent aujourd'hui une politique pour soi-même. Je vous parlais des petits systèmes WhatsApp où on se parle entre soi. Non. Alors là, j'ai l'air vraiment un peu vieillot, parce que ce n'est pas ce qui a le plus aujourd'hui le vent en poupe. Mais il y a besoin de partis politiques, il y a besoin de mouvements politiques, il y a besoin d'endroits où se construit une pensée, se construisent des propositions, se construisent des alternatives qui permettent d'animer la démocratie et la vie politique. Sans alternative, sans conviction, on a une vie politique atone, où la seule chose qui émerge, c'est des extrêmes, dont chacun sait très bien que de toute façon, elles ne mèneront à rien. Donc voilà, ayez des convictions et sachez qu'en politique, on ne pèse que si on est plusieurs, et pas forcément plusieurs qui pensent exactement la même chose, mais plusieurs qui partagent les grandes valeurs ensemble.